capacité de... Si vous pouvez repartager le document, après, voilà. Voilà, c'est bon. On est à 83 personnes, hein. Ouais. À 100, ça va arrêter, hein. La capacité est de 100. Donc, on peut commencer? Oui, alors deux mots rapidement à cet arrêt. Donc, je suis heureux de renouer avec ces soirées de formation. J'ai dit que c'est un thème d'une importance capitale, l'économétrie des données de panel, euh, d'autant plus que l'accès à l'international en matière de recherche en sciences économiques et en sciences de gestion nécessite dorénavant des travaux non seulement localisés, mais des travaux qui généralement capitalisent sur des expériences et des benchmarks. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à cet alerte qui va généralement prendre pratiquement une heure, et puis on laissera une demi-heure pour la discussion. Et donc, on va s'organiser et se discipliner, on va laisser cet alerte travailler, et puis à la fin, on aura le loisir de recueillir toutes les questions, et puis les questions peuvent aussi être écrites directement sur le chat, et on peut généralement réunir ces questions et lui poser. Voilà, donc à vous la parole à cet alerte. Bon Ok. courage. Salam alaikum, baraka dada. Bonsoir, cher professeur, chers camarades. Donc, à mon tour, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous, de partager avec vous ce modeste savoir. Je tiens tout d'abord à remercier notre professeur, M. Saïd Sonsi, qui nous donne à chaque fois l'occasion de discuter du sujet de telle importance. Donc, sans trop tarder, je vais aller droit au but. Donc, notre sujet, c'est l'économétrie des données de panel. Donc, comme vous savez, au début, ce que nous avons vu dans l'économétrie, nous avons vu l'économétrie des données transversales, c'est-à-dire c'est l'économétrie euh, c'est des individus, c'est du benchmarking, c'est-à-dire c'est une dimension individuelle. Comment par exemple, étudier étudier par exemple un phénomène économique via des données sur un seul point du temps. C'est-à-dire que nous avons que la dimension individuelle, c'est-à-dire on va exploiter que la variabilité individuelle. Bien sûr, avec les données des séries chronologiques, on peut exploiter la variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire un même individu sur plusieurs périodes. C'est-à-dire, c'est notamment ça peut être des pays, ça peut être des entreprises, mais dans les séries chronologiques, c'est notamment un seul individu, mais qui varie dans le temps. Les données de panel, ils vont nous permettre d'exploiter les deux types de variabilité, c'est-à-dire la variabilité d'un individu à l'autre, ce qu'on appelle la variabilité interindividuelle ou le between, et la variabilité au sein du même individu en évoluant dans le temps. Donc, c'est-à-dire la variabilité intra, c'est le within. Bien sûr, le webinaire, il est très diversifié, très riche. On va essayer de travailler avec plusieurs logiciels. Comme ça, ceux qui travaillent avec R, ils vont trouver leurs besoins. Et ceux qui travaillent avec Stata, bien évidemment, ils peuvent aussi trouver leurs besoins. Donc, le plan de webinaire, on va tout d'abord commencer on va y aller des simples pour ne pas dire vers le compliqué, mais vers le plus avancé.
Alors, l'idée, elle est simple, c'est toujours des régressions. C'est des noms qui changent normalement, mais généralement, c'est des régressions. C'est des variables à expliquer avec des variables explicatives et c'est la spécification qui change et les méthodes d'estimation qui changent. Mais généralement, c'est des régressions. Donc, bien sûr, le plan, c'est tout d'abord, on va commencer aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va se limiter sur la partie théorique et la séance prochaine, on va implémenter ce que nous allons voir aujourd'hui via des logiciels tels que Stata et R. Donc, nous avons les modèles à effet fixe contre les modèles à erreur composée, ce qu'on appelle également les modèles à effet aléatoires. Des modèles à effet individuels corrélés, c'est l'approche de Mandela et de Chamberlain. Les modèles dynamiques, les modèles à variable dépendante qualitative, c'est-à-dire où la variable à expliquer est une variable qualitative, c'est notamment le logit et le probit. Modèle de frontière stochastique en données de panel, modèle ARDL, modèle VAR en données de panel, bien sûr des applications à chaque fois qu'on fait des modèles, on va les implémenter, on va les discuter. Bien sûr, c'est les sorties qui va apporter plus de discussion. Bien sûr, comme introduction, une caractéristique très importante des données de panel, c'est, comme je viens de citer, c'est la double dimension. Et là, la double dimension, c'est-à-dire que nous avons deux types de variabilité. Une variabilité d'un individu à l'autre et une variabilité du même individu dans le temps. C'est-à-dire qu'on va exploiter les deux types de variabilité. Donc, normalement, nous aurons des individus et des périodes. Et ce qui est fait ce qui donne aux données de panel cette robustesse et cette importance. C'est notamment ces deux types de variabilité. Et là, on peut contrôler c'est notamment des effets qu'on ne peut pas contrôler via des données transversales ou des données de série chronologique. C'est Tarek, Oui. est-ce que tu peux régler un peu le son? Apparemment, il y a ceux qui n'entendent pas très bien, qui ont des problèmes. Mais en tout cas, pour moi, là, ça se passe bien. Et Euh, donc, si ça passe si, bien si, pour vous, donc ils ont le je ne sais problème. pas. C'est par Pour les rapport autres, à eux, je pense. j'ai reçu quelques réclamations, sont claires, oui. Les autres, c'est clair. Alors, il y a un problème chez eux. Voilà. Chez moi, il n'y a pas de problème. Chez la majorité des étudiants aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on règle le problème ailleurs. Voilà. Donc, Je serai obligé désolé, je serai obligé de stopper. Je n'accepterai plus parce que je suis à 150 pratiquement la 100 et donc ça va se bloquer. Je suis obligé d'arrêter. Hein. OK. ok. Donc, Donc, comme vous savez, les données de panel, nous avons les individus. Les individus, ça dépend de votre problématique. Ils peuvent être des pays, ils peuvent être des entreprises, des étudiants, donc, ça dépend de votre problématique. Et bien sûr, ces individus, on va exploiter la variabilité entre les individus, c'est des informations. Bien sûr, c'est une comparaison, c'est le benchmarking. Et également, nous avons, c'est des individus qui évoluent, donc nous avons la dimension temporelle. Mais c'est la dimension individuelle qui est très importante dans les données de panel. La dimension temporelle, on va l'utiliser juste pour estimer des effets ou des facteurs qui ne sont pas observables. Et euh, c'est notamment le point fort des données de panel. Donc, comme j'ai dit, nous avons une variabilité de données qui est double d'un individu à l'autre et d'une période à l'autre. Bien sûr, l'organisation des données de panel peut être sous forme d'un tableau de contingence où nous avons dans les lignes les individus et dans les colonnes les périodes, les années. Dans ce cas, nous avons donc c'est des pays, l'Angola, l'Algérie, le Maroc, ainsi de suite. Et dans les colonnes, nous avons des périodes. Et bien sûr, euh, dans la variabilité au sein d'une même ligne, c'est une variabilité intra. Si on prend par exemple l'Angola, on va prendre comment, par exemple, si on prend le PIB, par exemple,
comment il évolue le PIB de l'Angola d'une année à l'autre. Donc c'est une variabilité intra, à l'intérieur de l'Angola, également l'Algérie et le Maroc. Et si on prend la variabilité au niveau des lignes, c'est une variabilité interne, c'est entre les pays, de l'Angola à l'Algérie, donc c'est cette variabilité. Donc les données de panel, ils vont nous permettre d'exploiter ces deux types de variabilité. C'est en fonction de ces variabilités qu'on aura des modèles et des estimateurs. Ça dépend des variabilités qu'on a dans les données. C'est les données qui vont déterminer les modèles et les types d'estimateurs les plus appropriés. Bien sûr, ici, c'est normalement, j'ai donné un exemple, c'est les dépenses de soins de santé, surtout c'est l'out of pocket, c'est-à-dire les dépenses supportées par les ménages lors de l'accès aux soins de santé. Et là, c'est parce que cette base de données, on va travailler avec cette base de données, avec d'autres bases de données. Cette base de données, elle a fait l'objet d'un article qui va être, Inch'Allah, publié sur l'efficience des dépenses de santé. C'est avec un modèle en données de panel en frontières stochastiques. Donc, j'ai pris l'occasion pour avoir l'idée, par exemple, si on prend l'Algérie, d'ailleurs, c'est l'Algérie, comment ils dépensent 289 en 2015. Donc, cette variabilité elle va nous donner l'évolution des dépenses de soins de santé, des dépenses des ménages, bien évidemment, dans le temps. Et on va exploiter également cette variabilité aussi entre l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie. Donc, ces variabilités, c'est eux qui vont nous permettre d'avoir, comme vous savez, l'économétrie, c'est la variabilité. Une fois nous avons plus de variabilité, donc on peut avoir plus d'informations. Pourquoi des pays, ils payent, ils ont des dépenses énormes par rapport à d'autres pays, avec d'autres variables, bien évidemment, explicatives. Donc, les logiciels, ils travaillent avec cette organisation, c'est-à-dire, nous avons dans la première colonne l'ID, c'est-à-dire le pays. Dans la deuxième colonne, c'est le temps, le time ou les années. Et bien sûr, les variables dans les colonnes. Là, j'ai essayé de juste montrer. Par exemple, nous avons une variable, c'est la variable toujours des dépenses, la out of pocket, des dépenses de santé directes. Bien sûr, on peut tirer la moyenne individuelle. On peut tirer également la moyenne totale, c'est-à-dire on prend toutes les dépenses et on divise sur le total. On peut avoir on peut avoir la variabilité totale, la variabilité inter et la variabilité intra. Donc ça dépend, le logiciel, il peut calculer ces variabilités, c'est en fonction du modèle qu'on a. Bien sûr, toujours c'est la même chose, c'est comment casser, c'est des, c'est des formules statistiques qui peuvent, comme vous savez, la moyenne, c'est toujours. Mais ça, c'est la moyenne individuelle. Notez que l'opérateur somme, il dépend du T. C'est-à-dire que l'Algérie, par exemple, entre les périodes entre 2015, 2016, 2010 et c'est la moyenne individuelle. Nous avons la moyenne totale. Donc, vous pouvez remarquer les deux opérateurs, ils dépendent de I, ils dépendent de T. Ainsi de suite, la variance. Donc, bien sûr, la variabilité totale ou la variation globale peut être décomposée entre variabilité inter, c'est le between, et la variabilité intra, c'est le within. Il faut également ici faire attention avec les variables lors des spécifications. Nous avons par exemple des variables qui sont invariantes dans le temps. Par exemple, le sexe, la race, l'éducation. Et donc, si on travaille avec des modèles within, c'est-à-dire des modèles à effet fixe, ces variables ils vont être sautées. Parce que la moyenne des sexes, par exemple, si vous êtes un homme, donc la moyenne d'un homme, c'est un homme, et les écarts, donc c'est x moins x bar, donc c'est 0. Donc, c'est une variabilité intra qui est nulle. Et également, les variables invariantes entre les individus. Par exemple, le temps, les tendances économiques. Bien évidemment, ils ont
une variation interindividuelle nulle. Donc, on verra avec détail lorsqu'on prend un exemple et on implémente les données, on va voir qu'il y a des variables qui peuvent être sautées lors de l'utilisation soit de modèles à effet fixe, soit de modèles à effet aléatoire. Bien sûr, les avantages des données de panel, bien sûr, comme on vient de citer, c'est beaucoup de. C'est des données. Donc, nous avons N, si par exemple nous avons par exemple 30 pays et des périodes. 30 pays et des périodes, nous aurons 300 observations. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est plus d'informations. C'est une quantité d'informations très importante. Et bien sûr, une variabilité qui peut nous donner des informations très importantes. Bien sûr, il y a des inconvénients des données de panel, par exemple des données aberrantes qui peuvent perturber les résultats, mais soit des données manquantes, non renseignées. Mais vu que nous avons les données de panel, nous avons des observations très importantes, on peut les éliminer carrément et travailler, puisque si nous avons par exemple, parfois on arrive avec les données de panel avec des observations à l'ordre de 1000 observations, 2000, donc on peut éliminer les valeurs aberrantes ou bien pour permettre bien sûr les cilindrages, c'est-à-dire que pour garder des personnes qui ont par exemple des pays qui sont observés sur toutes les périodes. Parfois, vous allez rencontrer ça dans des données de panel. Parfois, vous allez trouver des pays qui ont des données que sur des périodes bien déterminées. Vous voulez par exemple travailler de 2000 jusqu'à 2022 ou 2021, et il y a des pays qui n'ont pas des données sur par exemple 2000 ou 2002 ou 2003. Et donc, vous devez équilibrer les données de panel, soit en éliminant le pays qui n'a pas des données sur ces périodes, soit en éliminant ces années pour tous les pays. Bien sûr, là, je vous invite à être très attentif parce que c'est le point de départ. Donc, je vais, donc, ici, c'est le modèle linéaire général. C'est-à-dire, de ce modèle, ils vont décliner plusieurs modèles en fonction des contraintes ou des restrictions qu'on va imposer. Donc, ici, Y et T, c'est la variable à expliquer. On peut dire c'est le PIB, I, c'est les pays, T, c'est les périodes. C et T, c'est la constante. Mais là, la constante, ça dépend. Et ce n'est pas une constante dans ce cas, parce que c'est la moyenne, mais la moyenne individuelle et la moyenne temporelle. C'est-à-dire qu'on va considérer chaque pays et là sa propre constante. Lorsqu'on dit constante, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est la constante. Et chaque période est là sa propre constante. C'est-à-dire qu'on aura ici des périodes distinctes, c'est-à-dire des données variables annuelles et des données variables individuelles. Et bien sûr, X, K et T, K, c'est-à-dire c'est le nombre de variables explicatives. Si nous avons 4, donc on aura 4 variables explicatives, K. Et ces variables explicatives, elles varient d'un individu à l'autre, c'est pourquoi nous avons I. Et d'une période à l'autre, c'est pourquoi nous avons T. Mais ce n'est pas là où le problème. Le problème, c'est B, la pente. C'est le comportement de ces variables. Donc, ces pentes, elles vont être différentes d'un individu à l'autre, d'une variable à l'autre et d'une période à l'autre. Le terme d'erreur. Bien sûr, ce modèle, il n'est pas estimable, tout simplement parce que les données que nous avons, ils ne peuvent pas estimer des constantes pour chaque individu et pour chaque période, des pentes pour chaque variable, chaque période et chaque individu. Donc, c'est pourquoi on va imposer des contraintes. Donc,
Et si en fonction de ces contraintes, on aura des modèles. Bien sûr, lorsqu'on parle des modèles, c'est une spécification. Un modèle change en changeant la spécification. C'est une variable à expliquer. Par exemple, je cherche à expliquer la production par les facteurs de production, le travail, le capital, peut-être l'ouverture commerciale, peut-être plusieurs variables. Donc, c'est en fonction de quel modèle choisir, cela dépend de votre objectif. Il n'y a pas un modèle qui est valable pour toutes les problématiques ou tous les objectifs. Ça dépend de votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à puisque vous cherchez à expliquer un phénomène ou une problématique que vous allez répondre. Bien sûr, si on cherche à prédire le comportement du seul individu de l'échantillon, donc modèle AFIFX, pourquoi modèle AFIFX? Donc parce que là, on cherche que cette, comment dirais-je, cette validité interne, c'est-à-dire que on travaille avec un échantillon, on cherche seulement le comportement des individus de l'échantillon. Mais si on cherche à avoir, via d'un échantillon, avoir une idée sur toute la population, là, c'est le modèle à effet aléatoire. Et bien sûr, le modèle à effet aléatoire, généralement, généralement, le modèle à effet aléatoire, c'est pour des données micro, généralement. C'est pour des enquêtes. Parce que lors des enquêtes, nous avons des échantillons aléatoires, que ce soit des méthodes stratifiées. Donc, on verra ça dans des exemples très concrets. Bien sûr, le modèle le plus simple, le plus restrictif, c'est le modèle Pauling ou Pooled model. C'est une régression normale. C'est-à-dire que ce modèle, il ne va pas distinguer entre les individus. C'est-à-dire qu'il va considérer l'Algérie comme le Maroc. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'il y a une homogénéité. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est comme on travaille avec des régressions, des données transversales ou des données temporelles. C'est-à-dire qu'il ne va pas distinguer entre les pays ou bien entre les périodes. Et ce modèle, c'est le modèle, ce modèle, on va l'estimer, mais c'est juste pour comparer le modèle à effet fixe, le modèle à effet aléatoire avec ce modèle. Mais généralement, ce modèle il n'est pas, parce qu'on va dire que c'est très fort. On va dire que ces individus, par exemple, je dis par exemple, l'échantillon des pays africains, par exemple, on va dire que l'Algérie, le Maroc et, par exemple, les autres pays africains, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes spécificités. Et là, c'est pas vraiment plausible. Donc, bien sûr, le modèle, lorsqu'on passe, c'est-à-dire regarde ici, dans ce modèle, nous avons YIT, c'est-à-dire une variable dépendance, une variable à expliquer qui dépend de l'individu et de la période. Alpha, il n'est pas indicé, on ne voit pas d'indice, c'est-à-dire que c'est une constante pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, ils ont la même constante, ils ont le même ordonnée à l'origine. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les pays. Donc, ce modèle, c'est pourquoi on l'appelle pooled. C'est-à-dire que c'est un modèle groupé. On ne fait pas la distinction entre les pays eux-mêmes. Le modèle à effet fixe, on doit distinguer. Vous pouvez voir que nous avons YIT égale à alpha I. C'est les spécificités individuelles. C'est-à-dire I, c'est le Maroc. Donc, alpha, le Maroc, il aura sa propre constante. L'Algérie, sa propre constante. Donc, ça, c'est le modèle à effet fixe. Pourquoi à effet fixe? Parce qu'on va contrôler ces spécificités individuelles. Ça veut dire quoi contrôler? Ça veut dire que ces spécificités individuelles, ils vont être des régresseurs. C'est-à-dire qu'ils vont figurer parmi les régresseurs, comme les autres variables. Et là, le point fort du modèle à effet fixe est qu'il va nous permettre de, de permettre de de contrôler ces caractéristiques. Donc, on peut avoir des caractéristiques pour les Maroc distinctes, pour l'Algérie, ou
si on travaille avec des entreprises, si on travaille avec des, des personnes, donc on va distinguer. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une seule constante pour tout le monde. Donc, bien sûr, ce modèle, comme vous pouvez voir, il peut être estimé soit d'une façon directe avec la MCO, moindre carré ordinaire, c'est-à-dire on va prendre des variables indicatrices, des données variables pour les individus. Et on estime avec, comme d'habitude avec la MCO, la méthode de moindre carré ordinaire, soit on peut passer par une autre stratégie, c'est une estimation en deux étapes, ce qu'on appelle le théorème de Fresh-Vogel LSDV, Least Square Dummy Variable. Donc, mais les deux méthodes, elles donnent les mêmes résultats. Sauf que pour la première méthode, on va avoir parmi les variables explicatives ces spécificités individuelles, c'est-à-dire les caractéristiques de l'Algérie, les caractéristiques, alors que par rapport à la deuxième méthode, on peut tirer, on peut estimer ces effets. Ils ne vont pas figurer parmi les régresseurs, mais on peut les estimer. On verra ça dans des exemples, bien sûr, concrets. Là, j'ai pris un schéma comme ça, vous aurez. Par exemple, si on prend par exemple ici, bon, le coût marginal en fonction de la production. Les points qui sont en bleu, en vert, c'est des périodes. Nous avons trois périodes pour chaque, par exemple, pour chaque entreprise. Et vous pouvez remarquer que ces entreprises, ils n'ont pas le même ordonnée à l'origine. On peut estimer 2 points suffit pour estimer ces caractéristiques, c'est-à-dire cette pente. Donc, si on prolonge, on peut avoir, ils ont, si vous voulez, c'est des parallèles, ils ont la même pente, c'est-à-dire le même comportement, c'est-à-dire c'est le coefficient associé à la variable explicative, mais ils n'ont pas les mêmes ordonnées à l'origine, c'est-à-dire ils n'ont pas la même constante. Et c'est ça le modèle AFIFX. Modèle AFIFX, chaque pays, il aura sa propre moyenne ou sa propre constante. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une moyenne pour tout le panel. Donc, bien sûr, il y a des tests qui testent l'existence de ces spécificités individuelles. C'est-à-dire, avant d'entamer la spécification, on peut tester s'il existe, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont distinctes d'un pays à l'autre ou d'une entreprise à l'autre. Donc, ces tests, il y en a beaucoup de tests qui peuvent faire l'affaire. Donc, il y a le test d'analyse de la variance, c'est-à-dire on va tester si le terme d'erreur est présent, c'est les nuls, ou c'est la variance de l'erreur, c'est les nuls, contre l'hypothèse alternative et les différents de zéro. Donc, c'est un test qu'on va voir bien évidemment dans la partie pratique avec la sortie, on va interpréter bien évidemment les sorties et si on a vraiment ces spécificités. S'il existe des spécificités, donc on va passer par le modèle AFIFX. S'il n'existe pas ces spécificités, c'est-à-dire que sigma U est égal à 0, donc on va passer par le pooling. Bien sûr, le test de multiplicateur de Lagrange, c'est le Broch-Pagan. Ce test également, il va nous permettre, c'est des tests de Ronda, c'est différents tests qui font la même chose, chacun à sa façon. C'est toujours s'il y a des spécificités individuelles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment ces pays, ils sont distincts en termes de caractéristiques, et notamment ces caractéristiques, c'est quoi? C'est des choses qui ne sont pas observables, qu'on ne peut pas observer. Par exemple, peut-être le climat des affaires, peut-être la stabilité économique, peut-être si on parle par exemple d'un autre exemple, si on cherche à expliquer le rendement scolaire des étudiants via d'autres variables, par exemple le nombre d'années d'études. Donc, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas observer, par exemple l'intelligence. Donc, c'est des spécificités propres à l'individu et le modèle AFIFX, il peut estimer ces variables qui ne sont pas observables.
Et c'est ça le problème des variables qui ne sont pas observables. Si on ne peut pas les contrôler, c'est-à-dire ils sont dans le terme d'erreur. Et s'ils sont dans le terme d'erreur et ils sont corrélés avec les variables explicatives, ils vont nous causer des problèmes d'endogénéité et donc des estimateurs qui sont biaisés. Bien sûr, on peut tester l'autocorrélation et l'hétérosidasticité. L'autocorrélation, c'est-à-dire que si les variables qui se trouvent, parce que le terme d'erreur, c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qu'on n'a pas contrôlé, tout ce qu'on n'a pas pris en considération. Si je fais une spécification, par exemple, je régresse le PIB sur, sur par exemple, le travail, le capital, l'ouverture, et j'oublie, par exemple, les qualités institutionnelles, je n'ai pas de données sur les qualités institutionnelles, donc les qualités institutionnelles elles vont être dans le terme d'erreur. Parce que le terme d'erreur, c'est tout ce qu'on n'a pas pu contrôler. Tout ce qu'on n'a pas, soit on n'a pas de données sur ces facteurs, soit par négligence. Et si ces facteurs ils se trouvent dans le terme d'erreur, ils sont corrélés. Par exemple, dans l'exemple même des qualités institutionnelles, si je ne contrôle pas ces variables, c'est-à-dire je ne les mets pas dans ma régression, dans ma spécification, elle est dans le terme d'erreur. Et si les qualités institutionnelles de cette année, elles dépendent de l'année précédente, dans ce cas de figure, j'aurai un problème d'autocorrélation. C'est-à-dire que cette variable, elle elle sera influencée par son retard, et donc j'aurai un problème d'autocorrélation. Mais ce terme d'erreur, il n'y a pas que les qualités institutionnelles. Il y a d'autres variables qui ne sont pas observables et qui peuvent être corrélées. C'est-à-dire, corrélées dans le sens que une variable elle dépend de son passé et donc il va causer un problème d'autocorrélation. Ça, c'est la question. Donc, on peut tester également le test que vous connaissez, le test d'Herman-Watson. Il est adapté dans le cadre des données de panel. Il y a le test de Broch-Godfrey et il y a le test également de... On verra ces tests avec les sorties et avec l'interprétation, bien évidemment. La question de l'hétérosidasticité, ou hétérosidasticité en anglais, c'est ce problème d'hétérosidasticité, elle est liée à quoi? Elle est liée toujours aux facteurs qui se trouvent dans le terme d'erreur. Ces facteurs qu'on n'a pas contrôlés. Et ces facteurs-ci, leur variabilité n'est pas constante. Si leur variabilité n'est pas constante, donc nous aurons un problème d'hétérosidasticité. C'est-à-dire que le terme d'erreur, il présente des facteurs qu'on n'a pas contrôlés, et ces facteurs, ils ne varient pas de la même façon. Donc, parfois une variabilité très importante, parfois une variabilité très faible, et dans ce cas de figure, on aura un problème d'hétérosidasticité. Et bien sûr, on peut tester l'hétérosidasticité. Nous avons le test de White, que vous connaissez, le test de Broch-Pagan également. Toujours, ces tests, on va les voir tous, on va les interpréter avec les hypothèses nulles, les hypothèses alternatives, quand est-ce on rejette l'hypothèse nulle, tout ça, on va les voir avec, bien sûr, les sorties. Ce sera ça sera plus concret. Donc, du modèle à effet fixe, on va passer au modèle à effet aléatoire. C'est-à-dire, là, pour le modèle à effet fixe, on a supposé que ces spécificités individuelles, ces caractéristiques individuelles alpha et étaient constantes pour chaque individu. C'est-à-dire, quoi constant? C'est-à-dire que, par exemple, l'intelligence, c'est une caractéristique individuelle qu'on ne peut pas observer, bien sûr, qu'on ne peut pas mesurer. Et si on contrôle ces effets individuels, il n'y a pas que l'intelligence, il y a l'habileté, il y a plusieurs facteurs qui... Mais alpha I, il peut, puisque les données de panel, ils vont nous permettre d'estimer, c'est une estimation de ces spécificités. Mais on va considérer que, pourquoi le modèle, il s'appelle modèle à effet fixe. C'est-à-dire que ces spécificités, ils ne varient pas dans le temps. Et c'est une hypothèse également qui est très forte. On verra par la suite le modèle de Mandlach qui va remettre en cause
cette hypothèse des spécificités individuelles qui sont fixes. Donc, on va supposer dans le modèle FFX que ces caractéristiques, si on parle des pays, que ces caractéristiques, ils sont constantes, ne varient pas dans le temps. C'est une hypothèse qui, également, elle est très forte. On peut passer, et là, je ne vais pas dire que le modèle effet aléatoire, c'est le bon modèle. Hein. Attention, parce qu'il y a ceux qui vont comprendre que c'est le modèle à effet aléatoire qui va être le modèle alternatif. Non, c'est par rapport aux données. C'est les données qui vont déterminer le bon modèle. Donc, que le modèle à effet aléatoire, juste que même le modèle à effet aléatoire, il reconnaît l'existence de ces spécificités. Mais il va considérer que ces spécificités, elles sont distribuées aléatoirement. C'est-à-dire que ces effets individuels, ils ne vont pas être contrôlés. Ils vont rester dans le terme d'erreur. C'est pourquoi on l'appelle également modèle à erreur composée. Parce que l'erreur, elle est composée de l'erreur idiosyncratique, que vous connaissez, le fameux erreur, plus les spécificités individuelles. Ils vont être laissés dans le terme d'erreur, distribués d'une manière aléatoire. Ça peut être un bon modèle et dans le cas où nous avons un échantillon aléatoire. C'est-à-dire, c'est surtout les données des enquêtes. Surtout les données des enquêtes, on peut dire que les modèles à effet aléatoire sont des bons modèles. On verra comment choisir entre les modèles et comment trancher ou arbitrer entre ces modèles. Donc, mais comme les individus de l'échantillon ont été choisis au hasard, donc le cas de, par exemple, lorsqu'on parle des individus qui sont choisis au hasard, c'est les données des enquêtes. Mais les données macroéconomiques, c'est pas un choix au hasard, c'est des variables macroéconomiques. Donc, c'est pourquoi j'attire votre attention pour distinguer entre les données micro et les données macro. Parce que les données micro, c'est des données des enquêtes qui portent sur les ménages, sur les entreprises, c'est des comportements individuels. Alors que les données macro, c'est de l'agrégation, c'est des données agrégées. C'est pourquoi ça dépend de votre base de données. Donc, mais ce modèle à effet aléatoire, il a une hypothèse également qui est très forte. C'est l'hypothèse que ces effets, ces caractéristiques individuelles, ils ne sont pas corrélés avec les régresseurs. Je m'explique. C'est-à-dire que si je laisse ces caractéristiques individuelles, c'est-à-dire je reviens sur, par exemple, l'exemple du rendement scolaire, la performance scolaire des étudiants. Donc, la performance scolaire des étudiants, elle peut dépendre, par exemple, du salaire des parents, elle peut dépendre, par exemple, du niveau de scolarité des parents, donc de plusieurs facteurs. Si l'étudiant il a bénéficié d'un enseignement préscolaire ou pas, privé, public, et ainsi de suite. Et si on laisse, par exemple, l'intelligence ou toutes les caractéristiques spécifiques de l'individu distribuées dans le terme d'erreur, c'est-à-dire aléatoirement. Donc, le fait de prendre cette décision et de considérer que ces spécificités elles ne sont pas corrélées avec les régresseurs, c'est une hypothèse également très forte. Donc, toujours il y a des problèmes. Il n'y a pas un modèle qui est parfait. On peut contrôler, on peut résoudre des problèmes, mais au détriment d'autres problèmes. Il n'y a pas un modèle qui est parfait, qui peut résoudre tous les problèmes. Donc, ça dépend de votre problématique et ça dépend des variables sur lesquelles vous travaillez et ça dépend de la problématique et de la base de données. Donc, la présence d'une corrélation entre le terme d'erreur et variable explicative engendre des problèmes de biais. C'est-à-dire que les estimateurs ils vont être biaisés. Et là, l'idée de biaiser, ça veut dire quoi biaiser? Ça veut dire que normalement, comme vous savez, lorsqu'on fait une régression, on estime la moyenne et on estime l'écart type. On estime deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Et pour qu'un coefficient soit bleu, best linear unbiased
estimateur, c'est-à-dire le meilleur estimateur, son biais, il faut qu'en espérance mathématique, le coefficient égal au coefficient de la population et la variance soient minimales. Et donc, dans ce cas-là, euh, le biais, c'est que ce coefficient, il est biaisé. Il s'écarte de la valeur moyenne. Et la variance, lorsqu'il n'est pas minimal, c'est-à-dire une variance, un écart type qui est très important, c'est-à-dire on ne risque pas de se trouver, donc c'est un manque de précision. Et vous connaissez dans la théorie des échantillonnages, lorsqu'on la courbe enclenche, lorsque la courbe est, l'écart type est faible, on a toujours une grande chance d'être à côté de la moyenne. Donc, toujours modèle à effet aléatoire, ce qu'on appelle également en anglais, parce qu'il faut s'habituer à ces termes, parce que dans les logiciels, il n'y a pas, les termes ne sont pas en français, ils sont en anglais, et c'est l'occasion pour avoir de s'habituer avec ces termes. Donc, on va dire random effects model. On ne va pas trouver modèle à effet aléatoire. Fixed effects model, pooled, donc c'est des termes que vous devez retenir, quoi. Donc, l'hypothèse sous-jacente de ce modèle à effet aléatoire est que ces spécificités elles ne sont pas corrélées avec les régressions. Donc, on peut tirer ici l'élément spécifique aléatoire, c'est-à-dire alpha i. Alpha i, c'est toujours les spécificités. Alpha, c'est spécificité à chaque individu. I, c'est l'individu. Ça peut être une entreprise, une personne, un élève, un pays. Et répéter rendre compte des influences exercées par toutes les variables omises ou non observables comme l'habileté, dont, dont on peut penser qu'elle n'est pas totalement indépendante du nombre d'années d'études. Si on prend par exemple l'exemple de le salaire. Le salaire, il dépend de l'expérience, il dépend du nombre d'années d'études, il dépend. Si on cherche à expliquer le salaire avec d'autres variables, d'autres variables, et que on néglige par exemple les spécificités individuelles, on ne peut pas les contrôler ou bien dans le cadre de modèles à effet aléatoire, on les laisse dans le terme d'erreur. Et vous savez très bien que l'intelligence, elle peut influencer le nombre d'années d'études. C'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas redoubler. Quelqu'un qui est intelligent, il aura un niveau de diplôme qui est très élevé. Et si on laisse, par exemple, ce facteur dans le terme d'erreur, il va influencer les variables explicatives telles que le nombre d'années d'études, le niveau de diplôme. Donc, nous avons une corrélation entre ce qui se trouve dans le terme d'erreur et les variables explicatives. Et ça, c'est le problème d'endogénéité. Donc, on aura des coefficients qui sont biaisés. Donc, bien sûr, le modèle peut être ainsi. C'est pourquoi on l'appelle Random Effects Model. Modèle à erreur composée, parce que l'erreur et les composés, vous pouvez remarquer que epsilon it, c'est alpha i plus e it, c'est-à-dire ça. C'est une erreur qui est composite de deux termes, l'effet spécifique et l'erreur idiosyncratique. Et bien sûr, la variance de epsilon it, comme vous savez, la variance de x plus b, c'est la variance de x plus la variance de y, plus deux covariances de xy. C'est la même chose. La variance de epsilon it, c'est la variance de alpha i, plus la variance de it, plus deux covariances. Et une hypothèse est que la covariance, c'est-à-dire la corrélation entre les deux termes, c'est-à-dire l'erreur idiosyncratique et l'effet spécifique individuel, elle est U. C'est pourquoi U. Donc, le ρ, qui est la corrélation interclasse de l'erreur. C'est-à-dire, si vous voyez ρ, indice epsilon, c'est la corrélation entre les deux termes. Donc, il dépend dans le numérateur de la variance des spécificités individuelles sur la variance des spécificités individuelles plus la variance de l'erreur idiosyncratique. Dans ce cas,
si les spécificités individuelles ils dominent, c'est-à-dire que le terme d'erreur il est principalement dominé par les spécificités individuelles, on aura le coefficient de corrélation égal à 1. C'est en termes de limite. Lorsque limite tend vers l'infini, donc c'est sigma carré alpha sur sigma carré alpha, c'est 1. Et c'est les spécificités individuelles qui se trouvent dans le terme d'erreur, ils sont minimales. Dans ce cas, ρ, il va converger vers 0. Donc, ça dépend. Le test de l'existence de l'effet aléatoire. Également, dans le modèle à effet aléatoire, nous avons des tests qui testent l'existence de l'effet aléatoire en se basant, bien évidemment, sur ce ρ qui, donc, si nous avons un ρ qui est égal à 0, donc on va dire qu'il y a absence d'effet aléatoire dans le terme d'erreur. Si nous avons un sigma carré u différent de 0, donc nous avons des spécificités individuelles aléatoires. Ici, normalement, on parle que des spécificités individuelles. On peut parler des spécificités temporelles, parce que le modèle à effet fixe, il peut être modèle à effet fixe temporel, et il peut être un modèle à effet fixe individuel. Mais on ne travaille pas avec le modèle à effet fixe temporel, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la dimension individuelle. C'est ces caractéristiques individuelles qu'on cherche à estimer. Donc, ici, c'est un exemple, juste un exemple c'est un fichier. Donc, cette base de données, normalement, dans R, il y a un package qui s'appelle Woodridge, Jeffrey Woodridge. Ce package, je vais vous montrer le package, il dispose de 115 bases de données. C'est 115 bases de données avec lesquelles vous pouvez faire des exercices, que ce soit. Et ces 115 bases de données, ils sont disponibles également pour Stata. C'est pourquoi vous voyez DTA. Je peux partager avec vous ces 115 bases de données pour faire des exercices. C'est des données qui ont fait l'objet des articles qui ont été publiés par des économistes. Donc, pourquoi vous pouvez travailler avec ces données, soit au niveau des Stata, soit au niveau des R. Là, c'est une base de données qui est un échantillon de 716 femmes observées sur plusieurs périodes. Vous pouvez remarquer ici que nous avons la dimension individuelle qui est très importante par rapport à la dimension temporelle. Et surtout les données d'enquête. Les données d'enquête, généralement, c'est comme ça. Les données, ça peut y aller même des 1000 et des 200 000. 200 000, par exemple, les données de l'ONDH, c'est 200 000 observations avec des périodes courtes. Parce que je peux utiliser que 2 périodes, ils vont me suffire pour estimer ces spécificités individuelles. Donc, ici, nous avons un échantillon de 716 femmes observées dans la période. Donc, les variables qui existent, il y a l'expérience, le statut matrimonial, l'union, c'est-à-dire que les syndicats, la race, l'éducation. Donc, on cherche à expliquer la variable dépendante, log wage, c'est-à-dire le salaire, par les variables indépendantes, l'éducation, l'expérience au carré pour voir le rythme l'impact de l'expérience, mais avec quel rythme. Lorsqu'on met une variable explicative au carré, c'est pour avoir l'idée si la relation elle est positive, elle est comment le rythme, c'est en termes mathématiques, c'est la deuxième dérivée. Donc black, soude et ainsi de suite. Bien sûr, avant de procéder à l'estimation des paramètres, on va vérifier l'existence de l'effet aléatoire. Donc, le test d'Haussmann, il peut tester l'existence de l'effet aléatoire. Le test d'Haussmann, on va l'utiliser également pour trancher entre modèle à effet fixe et modèle à effet aléatoire. Donc, les estimateurs des effets fixes et les estimateurs d'effets aléatoires, pas le modèle. Pour être précis, ce n'est pas le modèle. Le test d'Haussmann,
il compare, il ne va pas dire ce modèle il est bon ou bien il est mauvais. Il va comparer. Le test, toujours, c'est des comparaisons. Soit les coefficients ils sont égaux, soit ils sont différents. Et selon les hypothèses, vous pouvez choisir l'un des deux modèles. Donc, ce test, on va le voir, il va, dans ce cas-là, il va juste nous renseigner sur la présence des effets, c'est-à-dire les spécificités individuelles aléatoires ou pas. Donc, on verra bien sûr toujours dans le cadre. C'est en fonction, moi je ne sais pas si je pars vite, mais c'est en fonction, si vous avez des questions vers la fin, vous pouvez poser toutes les questions. Donc, bien sûr, les estimateurs, il ne faut pas confondre entre les modèles et les estimateurs. Les modèles, c'est les spécifications. Les estimateurs, ce sont des transformations. Soit on va utiliser la méthode de moindre carré ordinaire, soit on va utiliser la méthode de moindre carré quasi généralisé ou généralement quasi généralisé parce que généralisé, on n'a pas cette matrice de variance-covariance, on va l'estimer. Donc, ça dépend de transformation et ça dépend de la variation. Les estimateurs diffèrent selon qu'ils prennent en compte la variation between inter-individuelle ou la variation within intra-individuelle des données. Ça dépend, c'est les données toujours, je dis, c'est les données qui vont déterminer quel type des estimateurs et quel type de modèle. Bien sûr, les propriétés généralement des estimateurs. Nous avons deux choses qui sont très importantes. Il y a la consistance ou la cohérence, c'est-à-dire que en moyenne, le coefficient estimé est égal au coefficient de la population et l'efficience, ou bien efficiency, c'est lorsque la variance est minimale. Donc, c'est en rapport avec l'estimation du coefficient et de l'écart type. La consistance, c'est par rapport au coefficient et l'efficience, c'est par rapport à l'écart type. On va voir que dans les sorties, lorsqu'on estime, on estime la moyenne. La première colonne, c'est des coefficients, c'est des moyennes. Et la deuxième colonne, c'est des écarts types. Donc, on verra par la suite que les questions d'hétéroscédasticité, d'autocorrélation, elles ont des implications sur l'efficience, pas sur la moyenne. On verra ça pratiquement. Alors que l'idée des coefficients, c'est le problème d'endogénéité qui pose le problème c'est le problème d'endogénéité notamment qui pose le problème par rapport à la cohérence ou par rapport aux moyens. Parce que on va estimer les coefficients et les écarts types. Les coefficients, ils sont biaisés lorsqu'on a des problèmes d'endogénéité. Bien sûr, selon vos questions, on peut discuter la question d'endogénéité. Et l'efficience, c'est par rapport au problème de l'erreur. Parce que bêta, par définition, c'est quoi? Bêta, c'est covariance XY sur la variance de X. Il n'y a pas l'erreur. Alors que la variance de bêta qui va dépendre de la variance de l'erreur. C'est la somme carrée expliquée sur la variance de l'erreur. Donc on verra ça, bien sûr, pratiquement comme ça, vous aurez l'idée claire. Bien sûr, nous avons plusieurs estimateurs. Nous avons le pooled estimateur. Le pooled estimateur, il va utiliser les deux types de variabilité, intra et inter. Il ne va pas distinguer entre les individus nés entre les périodes. Donc, pooled, دارجة بالعربية ديالنا عجينة يعني كل شيء عنده بحال donc, il ne va pas distinguer entre les pays, entre les individus. Il va utiliser toute la variabilité, sans distinguer si nous avons des pays ou si nous avons des... Le between estimateur, c'est des moyennes. Le between estimateur, c'est comme les données transversales. Par exemple, si pour revenir vers l'exemple des pays africains, donc nous avons par exemple
30, par exemple, 30 pays africains sur, par exemple, 20 périodes. On va prendre les moyens sur toute la période, c'est-à-dire le Maroc, le PIB du Maroc, la moyenne du PIB du Maroc sur toute la période. C'est-à-dire vers la fin, nous aurons que des données transversales. La dimension temporelle, elle va sauter. C'est pourquoi le between, on verra que le between, il va donner des résultats comme des données transversales. Le within estimator, ou le modèle à effet fixe, ou fixed effect estimator, ces estimateurs, ils utilisent une transformation within, c'est-à-dire c'est des écarts par rapport à la moyenne. On verra que c'est des écarts, c'est des écarts par rapport à la moyenne qui vont nous permettre d'estimer les effets fixes. Bien sûr, first differences estimator, c'est-à-dire un modèle en première différence, c'est une transformation également. Random effect estimator. Donc, ça dépend, vous pouvez constater que c'est en fonction de la variabilité. Ces estimateurs, ils diffèrent selon la variabilité qu'ils vont exploiter. Bien sûr, models and estimators. Donc, il y a les modèles, nous avons modèle groupé ou modèle pooled, modèle à effet aléatoire, modèle à effet fixe. Et dans les colonnes, dans les lignes, nous avons des estimateurs. Estimateur MCO, modèle carré ordinaire. Estimateur, ici c'est estimateur intra. Entre, estimateur between. Donc je vais changer, c'est between. Estimateur à effet fixe, estimateur de la première différence. Donc vous allez voir que pour modèle pooled, modèle à effet aléatoire, l'estimateur MCO groupé, il est cohérent, il est consistant. Alors que pour le modèle à effet fixe, il n'est pas cohérent. Et ainsi de suite. Donc, le modèle between, pour le modèle groupé et le modèle à effet aléatoire, il est cohérent. Pour le modèle à effet fixe, il n'est pas cohérent. Et ainsi de suite. Donc, l'estimateur à effet fixe donnera toujours des estimations cohérentes, mais elles ne seront peut-être pas les meilleures. Vous pouvez remarquer ici que cohérentes, mais ne sont pas les meilleures, ne seront pas les meilleures. Cohérentes, ça veut dire qu'en moyenne, les estimateurs, ils sont non biaisés. Mais ne sont pas les meilleurs, c'est-à-dire la variance n'est pas minimale. C'est-à-dire que l'écart type, il est très important. Si l'écart type est très important, on aura un problème de précision. C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup de chances d'être pressé ou d'être à côté de la moyenne. L'estimateur à effet aléatoire est incohérent si le modèle approprié et le modèle à effet fixe. C'est-à-dire l'estimateur à effet aléatoire, il est incohérent. Pourquoi? Parce que le modèle à effet fixe, il a une hypothèse que ces spécificités individuelles, elles sont corrélées avec le terme d'erreur, avec les régressions, c'est-à-dire les variables explicatives. Alors que pour l'estimateur à effet aléatoire, il a une hypothèse que ces spécificités, elles ne sont pas corrélées avec les variables explicatives. L'estimateur à effet aléatoire est cohérent et à variance minimale. Ça dépend toujours si le modèle est à effet aléatoire. Donc, comment choisir entre modèle à effet fixe et modèle à effet aléatoire? Nous disposons de deux modèles, modèle à effet fixe, modèle à effet aléatoire. Il est donc naturel de se demander quel estimateur on doit utiliser pour notre étude. Si les effets aléatoires ont lieu et si les conditions sont satisfaites, alors le modèle à effet aléatoire est préférable. Donc, ces caractéristiques individuelles, elles ne sont pas corrélées, elles sont distribuées d'une manière aléatoire. Et c'est notamment le cas des données des enquêtes. Parce que dans les données des enquêtes, nous avons des données, donc N, elle est très importante, elle converge vers l'infini, et donc elle tend vers l'infini. Ce que on peut accepter cette hypothèse que les effets aléatoires ils sont distribués aléatoirement, donc dans le terme d'erreur. Prends en compte la nature aléatoire de l'échantillon.
Vous voir, là, on parle de l'échantillon. On ne parle pas des données macro. Et l'échantillonnage, c'est une question des données, des enquêtes. Et comme vous savez, les enquêtes, on utilise souvent des méthodes aléatoires ou des méthodes randomisées pour choisir les individus qui vont faire partie dans l'échantillon. C'est au hasard. C'est pas, il n'y aura pas un biais de sélection. Permet d'estimer les effets des variables exogènes constantes dans le temps, fournies par la GLS. La GLS, c'est le moindre carré généralisé. Donc, généralement, pour les modèles à effet aléatoire, le modèle à erreur composée, on travaille avec le moindre carré généralisé. Pourquoi? Parce que la méthode d'OLS, OLS, Ordinary Square, MCO, moindre carré ordinaire, on dit que le terme d'erreur en espérance, il est nul. Alors que pour le modèle à effet aléatoire, dans le terme d'erreur, il y a deux composantes, c'est-à-dire que cette hypothèse, elle est lâchée. Donc, c'est pourquoi on travaille avec modèle, avec estimateur GLS, estimateur de moindre carré généralisé. Bien sûr, le test d'Haussmann, Haussmann test, c'est le test qui va permettre de trancher ou d'arbitrer entre lesquels des modèles on va choisir. Est-ce qu'on va choisir un modèle à effet fixe ou choisir un modèle à effet aléatoire? Le test d'Haussmann, vous pouvez remarquer, il fait pas, il teste pas, il ne va pas vous donner la réponse lesquels du modèle. Le test, c'est un test statistique, c'est-à-dire qu'il va tester, c'est le bêta, c'est-à-dire le coefficient estimé par le modèle estimé par les estimateurs random effect, RE c'est random effect, modèle à erreur composée, par rapport aux estimateurs de modèles fixed effect, modèle à effet fixe. Et là, si la différence elle est nulle, on va dire que si la différence elle est nulle entre les deux estimateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le terme entre les spécificités individuelles et les variables explicatives. Et si les deux estimateurs ils sont différents, là, on va dire que puisque les deux estimateurs ils sont différents, c'est-à-dire qu'il y a un problème de corrélation, de dépendance entre ce qui se trouve dans le terme d'erreur et ce qui se trouve dans les régresseurs. C'est-à-dire que le modèle, le test d'Haussmann, il ne va pas, dans aucun cas, ne dire c'est le bon modèle. Il va dire tout simplement si ces coefficients ils sont égaux ou ils sont différents. Bien sûr, les références, vous pouvez remarquer, donc vous pouvez voir les références, c'est généralement des. Je vous conseille pas pour ceux qui veulent travailler les données de panel, surtout au niveau avancé. Je conseille surtout Baltagi. Baltagi, il a un livre des données de panel très important et c'est économique. Il y a aussi Jeffrey Woodridge. Il a aussi un livre Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data. C'est le référence. Toutes ces références, vous allez voir que c'est des articles qui ont été publiés dans Econometric, qui est normalement destiné notamment pour l'économétrie. Régie Bourbonnais, c'est statistique, c'est purement statistique. Pour des niveaux de licence, on peut accepter le Régie Bourbonnais. Mais ce n'est pas pédagogique. Il n'est pas pédagogique. Vous allez voir que Jeffrey Aldrich il travaille avec des exemples économiques. À chaque fois, s'il explique l'endogénité, c'est économiquement, s'il explique l'hétérocydacité, il donne des exemples, il travaille avec des données de l'économie. Alors que Régie Bourbonnais, c'est plutôt statistique. Et à vous la parole. J'espère. C'est Tarek, Oui, vous avez terminé? oui. Très bien. C'est Tarek, on te remercie énormément. C'est une très belle soirée puisque vous avez vu un petit peu l'auditoire. On est à plus de 180 avec beaucoup de questions, beaucoup d'étudiants et de doctorants
veulent recevoir le document. On a fait l'effort, moi ici, Zakaria, de partager un lien où ils peuvent voir ton document. Et donc, ils sont très, très intéressés. Ça a été très pédagogique. Je veux signaler juste que c'est une première séance, juste théorique. Et on aura l'occasion de voir ensemble, si tu me permets, cette alerte, Oui, de nous mettre la première diapo où il y a le plan des séances qui vont venir, si tu peux, oui, des prochaines séances. C'est-à-dire, il y aura plusieurs séances, bien sûr. 5 ou 6, et vous voyez, vous avez la séance d'aujourd'hui que vous avez vue, puis vous avez les modèles à variables dépendantes qualitatives, le modèle de frontières stochastiques en données de panel. Nous avons travaillé énormément là-dessus, surtout dans le domaine de l'espace budgétaire et l'espace fiscal. Et puis en matière de fiscalité aussi, on a travaillé énormément. C'est un modèle très très important. Le modèle RNDL en données de panel, le modèle VAR en données de panel. Et surtout, surtout, ça sera l'occasion pour nous de passer en revue et de travailler sur des logiciels que vous connaissez tous, Stata et R. Et donc, on n'aura du pain sur la planche pendant 5 ou 6 séances. Et je remercie énormément si Thaler pour sa générosité, très généreux. Et j'ouvre le débat tout de suite par rapport aux questions. Il y a énormément de questions que je n'ai pas pu que je préfère qu'on les pose directement. Directement. Alors, vous levez la main directement et puis, alors Ahlam Rahmani, à vous la parole. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Oui, Je tiens à remercier, vous m'écoutez? Oui, D'accord. Je remercie toutes les personnes qui ont assuré cette formation de qualité qu'on a si attendue, vu qu'elle est une thématique importante pour nous les doctorants. Donc je remercie monsieur Tounsi et monsieur Idrissi pour la qualité de la présentation. D'ailleurs, de par sa complexité, par sa complexité, elle a essayé de la présenter d'une façon si claire et nette. Je vous remercie pour l'effort de synthèse et la qualité de la présentation. Donc, j'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport au modèle pool. J'ai toujours une confusion. Je me demande si cet exercice se fait au départ, si on veut commencer notre étude, on commence par faire un test d'homogénéité. S'il est vérifié, donc on va travailler avec un modèle pool. Sinon, on va travailler avec les deux modèles à effet fixe ou effet aléatoire. Je vais juste m'assurer de l'information que j'ai en tête. La deuxième question, ça concerne l'estimation, que ce soit avec effet fixe ou l'effet aléatoire. Je me demande comment ça se passe, l'algorithme, la régression. Est-ce qu'il prend chaque pays et le régresse avec les variables explicatives du pays lui-même, ou bien il estime un pays par rapport à la moyenne des autres pays? merci. Et enfin, je veux juste m'assurer si vous allez faire aussi le modèle BECL parce que je ne l'ai pas vu sur le plan. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc, je préfère donner la parole tout de suite à Tarek, comme ça, il n'y a pas de cumul de questions. ok. Tarek, Donc, si tu as. Ouais, tu préfères que je prenne la non, je parole. réponds à chaque question comme ça. Parce Très que- bien, excellent. Allez. Donc, pour la question de modèle pooled, nous avons un test, on va le faire. On va le faire, un test de polabilité. Comme vous avez dit, on va tester ces données. Est-ce qu'on doit passer par les données de panel ou ce n'est pas utile, quoi. C'est-à-dire, on va travailler juste une régression, on va considérer, il n'y a pas une, c'est-à-dire que les données, les pays, ils sont homogènes. C'est même pas la peine de distinguer entre tel pays et tel pays. Donc, on peut faire le test. Le test, il s'appelle, c'est test de polabilité. On va le voir tout d'abord pour voir est-ce qu'on doit passer par, est-ce qu'on est dans le cas des données de panel ou bien on n'a pas besoin. Dans le cas des modèles à effet fixe et modèles à effet aléatoire, dans le cas de modèle à effet fixe, donc c'est dans la régression, bien sûr, il y a une différence entre les deux. Parce que c'est au niveau de la transformation des données. Parce que dans le modèle à effet fixe, on va travailler, on va prendre les XIT, on va retrancher les moyennes X bar I, ce qu'on appelle le weeding, c'est une transformation weeding.
Il y a cette façon. Il y a une autre façon, c'est la méthode directe. J'ai déjà noté, j'ai déjà signalé les deux stratégies où on met des variables indicatrices pour chaque pays. On va les estimer. C'est une méthode directe. Donc, mais les deux méthodes, elles donnent les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on peut les estimer, les effets fixes. C'est-à-dire que dans le modèle à effet fixe, ces spécificités, c'est des variables explicatives. C'est-à-dire qu'on va les estimer. Alors, pour que le modèle, dans le modèle à effet aléatoire, ces spécificités, elles vont rester dans le terme d'erreur. C'est-à-dire qu'on ne va pas distinguer. On va supposer que ces spécificités, elles sont distribuées aléatoirement. C'est même pas la peine de distinguer, voilà les caractéristiques de tel pays, de tel pays, elles vont rester dans le terme d'erreur. Pour dernière question, VECM, bien sûr, puisqu'on va faire le panel VAR, donc, on peut faire le panel VECM. C'est une étape normalement. Mais pour le VECM, le panel VECM, lorsque les données ne sont pas intégrées de même ordre, on doit aller directement vers le VAR. On doit stationnariser les variables et aller vers les VAR. Je ne vais pas trop dans les détails. Dans la séance de panel VAR, Inch'Allah, on va traiter ces questions. Très bien, c'est Tarek, merci beaucoup. Il y a M. Yasser Setri, et puis après je donnerai la parole à El Mokhtar, M. El Mokhtar. Donc à vous, M. Yasser. M. Yasser. Donc, je ne pas Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Je vous remercie, cher professeur, pour votre présentation, bien sûr, et pour les informations qui sont pertinentes et très intéressantes. J'ai juste une question qui concerne les données manquantes. Bien sûr, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup dans les modèles de panel. Parfois, par exemple, on a des données qui manquent seulement pour une seule année. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode qui consiste à remplir en quelque sorte ces données en les estimant par la méthode de l'interpolation linéaire? Est-ce que cette démarche, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est concrète? Et je vous remercie encore une fois. Merci pour votre question. Merci. C'est Tarek. Donc, pour le cas des données manquantes, ça dépend des données que vous avez. Si vous avez des données c'est-à-dire vous avez des observations qui sont très, très importantes, vous pouvez éliminer, par exemple, la personne, l'individu, qui a des données, par exemple, temporelles manquantes. Et il y a l'autre cas, c'est par rapport à une seule année, on peut éliminer l'année pour tous les individus. L'idée de l'interpolation ou bien l'extrapolation, dans l'interpolation, lorsque la valeur manquante est entre deux valeurs, on peut faire l'intrapolation. Alors que l'extrapolation, c'est une valeur qui va être en dehors, c'est-à-dire dans ce cas, ces méthodes, ils sont dans la statistique, on peut accepter on peut accepter ces méthodes, mais généralement, dans l'économétrie, si vous avez des données assez, vous pouvez éliminer soit l'individu qui n'a pas assez de données, soit vous éliminez l'année. C'est surtout dans les données de panel. Dans les données de panel, vous avez N fois T. C'est-à-dire c'est des données qui sont très importantes. Si vous avez par exemple 30 pays, même nous, par exemple, moi j'ai travaillé sur les pays africains, et surtout les pays africains. Je trouve des pays qui n'ont pas des données par rapport à des années. Et, et là, soit j'élimine les pays, soit moi je préfère éliminer les années parce que dans les données de panel, c'est la dimension individuelle qui est plus importante. Les années, il suffit de travailler avec 5 années, 6 années, dans les données de panel, c'est suffisant. Merci, c'est Tarek. Monsieur Mokhtar. Monsieur Mokhtar. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Vous me recevez? oui, c'est bon. Merci, merci. Avant tout, je remercie les organisateurs de
de cette formation riche en informations. Merci Monsieur Tounsi, merci Monsieur Idrissi. Alors je vous parle de Dakar où j'ai rejoint dans le cadre d'une bourse d'études de recherche. J'ai deux questions. En fait, la première, je suis de base gestionnaire. J'ai un master en management des ressources humaines et dans ma thèse, je travaille sur un sujet dans le cadre de la macroéconomie. Ma première question, c'est pour Monsieur Idrissi, quel conseil vous me donnez pour acquérir cette comment dirais-je, cette technique d'économétrie en matière de livres et de support à lire, quoi. Ma deuxième question, c'est concernant un travail que je réalise actuellement sur l'effet de l'investissement dans les énergies renouvelables sur la croissance économique au Maroc. Je travaille sur une série chronologique, mais les données que j'ai, elles ne couvrent pas les 30 années, c'est-à-dire les 30 variables de la norme des données de panel. Alors, vous me recommandez quel modèle à suivre dans ce cas? Et merci encore une fois. Merci. Donc, Pour la bibliographie d'abord. pour la bibliographie, si vous voulez investir dans l'économétrie, à mon sens, c'est Jeffrey Woodridge. Elle est très simple et avec des exemples, vous allez comprendre sûrement. Et bien sûr, vous pouvez suivre avec nous la formation, je suis sûr et certain, via la discussion, vous allez avoir, on va expliquer même l'économétrie au fur et à mesure. C'est lors de l'application, on va expliquer tout ce qui est économétrique, tout ce qui est interprétation de résultats. Et j'insiste sur Jeffrey Woodridge. Il y a une version en français. Il est papier. Jeffrey Woodridge. Je peux. Il est là. Tu peux l'écrire. Non, elle est là dans la bibliographie. Voilà. Bibliographie, voilà. Elle est là. Woodridge. D'accord. Woodridge. Ça se prononce pas le L. Woodridge, Jeffrey. Donc, En anglais, en français, mais il existe aussi en français. oui, il existe en français en papier. Format papier, je pense qu'il y a 2 chapitres ou 3 chapitres en PDF. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a 3 chapitres. Je peux partager avec vous 2, 3 chapitres. Sur les données de panel, il y a aussi le cours de M. Aziz Regbi, il est inspiré des livres Jeffrey Woodridge, 3 chapitres, surtout l'économie, surtout c'est quoi l'économétrie. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Aziz, M. Aziz est un professeur à l'université Mohamed V à Rabat Agdal, et c'est lui qui enseigne l'économétrie généralement en S5 et S6, et puis aussi en master pour les autres masters. Oui. Et effectivement, il s'inspire énormément de ce livre. Bien sûr, la deuxième question, c'était par rapport à la problématique des énergies renouvelables, les énergies renouvelables et leur impact sur la croissance économique. Bon, vous avez dit que vous travaillez avec une série chronologique. Je ne sais pas, si vous travaillez avec des régions, vous pouvez travailler avec les données de panel. Si vous avez les données, par exemple, les 12 régions, et dans des périodes, vous pouvez travailler avec les données de panel. Donc les régions, ils vont constituer les individus et la dimension temporelle, elle va être, ça dépend. Ça dépend de. Mais les données, c'est toujours. Mais monsieur Idrissi, j'ai lu quelque part qu'il y a un minimum à respecter de 30 variables. Non, pas 30 variables, 30 observations. Voilà, 30 observations. Oui, ça concerne les degrés de liberté. Parce que
si vous avez par exemple 30 observations et vous allez estimer, par exemple, vous allez faire une régression de 4 variables explicatives avec la constante. Donc, vous allez estimer 4 coefficients plus la constante. Et si vous travaillez avec un modèle à effet fixe, si vous avez 12 régions, c'est 12 coefficients. Donc, vous n'aurez rien donc, vous allez bouffer toute l'information en estimant les coefficients. Vous voyez, D'accord, d'accord, merci beaucoup. Bien. Merci. Il y a monsieur le professeur et notre cher ami Rachid Boukbech. C'est Rachid. Est-ce que tu nous entends, c'est Rachid? il faut activer le micro. Le micro n'est pas activé. C'est Rachid, activez votre micro, s'il vous plaît. Bien. Il faudrait qu'on lui dise. Sinon, je passe à M. Ayoub, et puis on verra avec tout à l'heure. Au départ, il y avait Moudjad, M. Moudjad. M. Moudjad. Bon, ça ne marche pas. Donc, on reviendra à Ayoub, Slimane. Bonjour. Oui, bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir passé la parole. Je remercie vraiment de l'organisation de ce petit séminaire en ligne. Moi, c'est Dr Moudjad Rega Dubel. Je suis en fait enseignant-chercheur ici au Cameroun. J'ai 2 questions. Ma première question, c'est j'aimerais demander en fait au collègue, le professeur Tarek, qu'est-ce qu'il en pense en fait du modèle FFX corrigé par Bootstrap de panel dynamique qui a été mis en exergue par DevOps et Variable en 2015? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y avait le modèle FFX, il est possible, une fois qu'on a fait le test de Hotmart, nous a fait donc cette comparaison entre le modèle aléatoire, modèle et FFX, et a confirmé le choix du modèle FFX. Est-ce qu'il est possible de faire un modèle quadratique, donc comme URA d'essai, et avec cela, et quel est cet avantage? Est-ce qu'il n'y en aura pas de perte d'option ou pas? Merci, chers collègues. Merci. Je pense que c'est Tarek. Bon, moi, j'arrive pas. Si vous pouvez reformuler. Tu peux répondre par rapport à la première question, elle était claire. Hein. C'était quoi la première question? C'était la dynamique. Voilà. Donc, on va voir les modèles dynamiques. Donc, les modèles dynamiques, là, aujourd'hui, nous avons vu l'économétrie de données de panel classique. Ça veut dire quoi classique? C'est des modèles statiques, mais statiques comparatifs. Même il y a le T, mais c'est des modèles statiques. Modèle dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable à expliquer, il va se trouver parmi les variables explicatives. C'est-à-dire, on va trouver la variable à expliquer retardée, c'est-à-dire, et là, on aura l'effet de lissage et la question, ça dépend de votre problématique. Et c'est pourquoi on les appelle les modèles dynamiques. On va voir également les modèles à effet fixe dans le cas des modèles dynamiques, modèles à effet aléatoire, même les GMM en système, les GMM en différence. On va voir ces modèles. D'ailleurs, c'est déjà dans le planning. On aura dans le troisième axe, il porte sur les modèles dynamiques, c'est-à-dire où la variable dépendante, il figure parmi les régresseurs. Pour la deuxième question, j'arrive pas franchement à... On a eu un problème de son. Oui. On va le laisser pour tout à l'heure si on a le temps, mais tout à l'heure, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît, monsieur le docteur Moujdan. Alors, Ayoub, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Bonsoir, cher professeur. Je veux remercier chaleureusement pour cette initiative-là de présenter cette formation. Ma question euh, j'ai un mémoire sur la performance. Quel modèle vous proposez, monsieur?
Pardon, vous avez Merci à un vous. mémoire sur la performance? Performance L'impact scolaire ou de la, la gestion des risques sur la performance. La gestion des risques dans une chaîne logistique sur la performance logistique. Je ne sais pas, est-ce que c'est à qu'on peut répondre parce que c'est pas notre. oui, c'est normalement la gestion des risques, ça notre. Non, en plus, en logistique, ce n'est pas notre dada. Donc, j'aurais préféré qu'on ait avec nous un enseignant qui dans le domaine pour pouvoir généralement vous répondre sans dire de conneries. Donc, c'est pour ça que peut-être la prochaine fois, j'inviterai avec nous quelqu'un qui fait de la gestion et de la logistique pour pouvoir vous répondre. Je retiens la question, Monsieur Ayoub. Désolé. Monsieur Boukbesh, Monsieur Boukbesh Bakaïch, alors j'ai Ayoub toujours et El Mokhtar, ça y est, vous avez baissé la main, je pense. Il y a Boukbesh qui n'est plus avec nous. Bien. Alors, c'est une première série je dirais, de séances. Nous avons du pas sur la planche, vous avez vu, il y a généralement 1, 2, 3, 4, 5, 6 pratiquement modules. Et donc, on va y aller doucement. Aujourd'hui, c'est une séance, je dirais, introductive où elle nous lance un petit peu les bases théoriques. Et puis, on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reviendra pour je dirais la deuxième séance. Dès que je serai fixé, je vous enverrai un lien. Et je voudrais dire aussi que je vais lancer une seconde formation sur l'évaluation des politiques publiques. Hein, on va y aller avec deux formations. Une formation sur l'évaluation avec la randomisation, comment on s'appelle la randomisation, non, l'introduction, puis les autres méthodes microéconométriques avec des applications sur Stata aussi, et avec des données tirées généralement des articles et qu'on va essayer de dupliquer. Voilà pour le programme. Euh, donc, j'estime que voilà, nous avons épuisé notre temps pour qu'on puisse toujours gérer très bien notre temps. Au bout de 1h30, c'est bon, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et en tout cas, j'aimerais encore remercier Sitarek pour sa générosité, Merci à vous. pour sa présence. Et il a été toujours comme ça. Il est toujours présent avec moi dans les cours, avec ses interventions. Et voilà. Donc, on vient à bout de notre séance. Et puis, à la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous envoyer tout de suite après le programme. Merci beaucoup. C'est à vous. Et je vous souhaite une bonne soirée et aussi bonne fête pour tout le monde. Bonne fête à Sitarek. Merci. Bonne fête à vous, monsieur. Avec nous, aux doctorants et aux chers étudiants aussi. Bonne fête à tout le monde. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. السلام عليكم. شوية بدا راه شوية التيوغي اللي قاصح واه شفت يا راه شفت دابا اللي ديال هشام راه شفتو حضرت ليه شفت واه 35 داكشي اللي كان حنا غاديين سيرتو لا بارتي براتيك هي فين غتكون غتبان شوية الخدمة مزيانة هاد لاندي هذا ديال العيد لا لاندي بروشين
On peut faire, oui, 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 bien évidemment. Ça, mais c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ça, oui. ما عنديش مشكل انا دابا لا بارتي براتيك راه ديجا موجوده غير كنت على حسب الوقت وصافي. ايه راه صافي سي بون صافي سي بون صافي. افو également monsieur également. Merci. Merci. Salam.